Culture Soccer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce 10e épisode de Culture Soccer. Cette semaine, à Culture Soccer, malheureusement, Adi est indisponible, parti en voyage au Liban, puis à Barcelone, donc il ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, mais on a amené un remplaçant de taille. Je me nomme moi-même Anthony. Et c'était une petite blague. Et on est rejoint comme à l'habitude. En fait, il fait son retour après un voyage de 3 semaines. Daniel Cameron, ça va bien, Daniel? Salut Anthony, ça va bien, merci et toi? Je suis content d'être de retour parmi vous. Ben oui, on est content de t'accueillir. Et on s'est dit, toi et moi, là, avec l'assistance d'Adi, pourquoi pas avoir un invité? C'est Guillaume. Ça va bien, Guillaume? Oui, ça va très bien, salut. Merci de l'invitation. Parfait. Pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te parler un peu de toi rapidement en commençant? Ouais, c'est clair. En fait, ce serait normal qu'il n'y ait pas grand gens qui me connaissent. Là, je suis peu actif sur les réseaux sociaux. En fait, moi, je suis un fan de soccer de longue date. Là. J'ai 30 ans. J'ai joué quand même du haut niveau au Québec là, dans le 3A. Puis, je suis un fan de l'Impact depuis que je suis jeune. Puis, fan de soccer en général, du soccer au Canada. Fait que, inévitablement, là, moi puis quelques-uns de mes amis, on est assez fans de tout ce qui est la CanPL, le développement de cette ligue-là canadienne. Puis à travers cet intérêt-là, ben, c'est comme ça que j'ai connu Daniel. Fait que par la bande, il m'a invité aujourd'hui. Puis ça ressemble un peu à ça. Parfait, on est vraiment content de t'accueillir. Toi et moi, personnellement, on a eu la chance de se rencontrer lors d'un visionnement lorsque l'Impact jouait à Calgary, c'est ça, à Calgary. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. Parlons un peu de CanPL. La semaine dernière, il y a eu 3 matchs le samedi et 3 matchs qui ont eu lieu mardi dernier. Donc, commençons par les matchs de samedi. Il y a eu 2 nuls de 1-1 entre le premier, c'était entre les Halifax Wanderers et le FC Edmonton. Daniel, j'aimerais ça qu'on commence à parler de cette rencontre-là. Les Wanderers, c'est assez spécial, hein? 5 nuls de suite. Pratiquement tous à domicile. C'est assez rare qu'on voit ça dans le foot, hein? Effectivement, honnêtement, malheureusement, les Wanderers arrivent pas à enchaîner les victoires, malgré qu'ils ont le soutien de leur public. Et on s'entend que c'était pas, tu sais, c'est une fin de saison aussi. Comme j'avais eu l'occasion de voir, malheureusement, vu le nombre d'équipes dans la Ligue cette année, ben, il y a beaucoup de maintenant les derniers matchs, c'est difficile d'avoir de l'enjeu là, parce que on sait déjà que Cavalry est champion d'automne, on sait déjà que Hamilton est sûr d'être au moins deuxième, d'être au moins meilleur deuxième. Donc c'est assez difficile d'avoir du suspense dans cette fin de saison. Il n'y a pas de play-off vu le faible nombre d'équipes. Donc actuellement assez difficile pour les entraîneurs de motiver les troupes. Et là, en plus, il y a le climat qui s'ajoute à ça, le début de l'automne. C'est un peu dommage que ça se termine comme ça, là, on va pas s'attendre à des gros résultats. Il y a juste le Forge et Cavalry qui vont se maintenir dans une cadence de fin de saison, là. Oui, en effet, Guillaume, c'est assez spécial. Il y a 2 équipes qui dominent et le restant sont un peu du même niveau. Ils ont assez de la difficulté à enchaîner les matchs. C'est assez spécial, Guillaume, d'avoir 2 équipes qui dominent comme ça. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi, pour la première saison? Ben moi, pour être franc, je m'attendais à rien là, pour la première saison. Après, c'est sûr que sur le plan foot, vraiment là, moi mon coup de foudre, c'est le Forge depuis le début de la saison. Bien que j'aime beaucoup le cavalerie aussi. Mais on parlait d'Halifax, là, puis pour moi, c'était un coup de cœur Halifax, là, hein. La foule depuis le début de la saison, le petit stade, en fait, qui est un stade modulaire, je sais pas combien que ça l'a coûté, mais pour moi, c'est un exemple parfait là, de marché qui est pas trop gros à développer avec des moyens qui sont relativement raisonnables. Le temps de bâtir un fan base. Je suis un peu déçu là, qu'Halifax n'arrive pas
à enchaîner des meilleurs résultats, justement. Là, surtout que c'est le seul vrai club là, de l'Est du Canada. Là, donc, effectivement. Oui, donc c'est ça, c'est un match qui a fini 1-1 entre les Wanderers et Edmonton. Edmonton, qui on rappelle, était la seule équipe à avoir un passé, si on pourrait dire ça comme ça, là, avec leur temps en NASL. Edmonton, à l'image d'Halifax, c'est une équipe qui, en fait, qui n'est pas dans le top 2 et qui a de la misère à enchaîner. Donc, c'est ça, c'était un 1-1. C'était Amer Didic qui a été récemment appelé en équipe nationale canadienne. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est lui qui faisait un but contre son camp dès la 6e minute. Et à la 80e, Tommy Ameobi égalisait. Ameobi, but cocasse, but très cocasse d'ailleurs, avec la succession de têtes qu'il y a eu. Pour ça, c'était pas le match de l'année, là, on peut dire. Malheureusement, c'est des matchs de même qui étaient des buts qui sont pas les plus beaux buts, qui se terminent par un 1-1. Des matchs comme on les apprécie pas trop dans une saison, malheureusement. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et, le match suivant, c'était Forge FC contre le Pacific FC. Victoire logique de Forge FC 3-0. Je crois que tout le monde s'y attendait. Forge FC qui a eu assez peur en début de rencontre. Avec le penalty de Darren Campbell. Oui, exactement. Tristan Henry, je l'ai nommé joueur de la semaine en CanPL à cause de cet arrêt assez décisif dans le match, puisqu'après ça, là, le Forge FC a pris le large avec, c'est ça, 3 buts. Un but de Carl Baker, un autre de Eliman Cissé et un troisième là, de Tristan Burgess. Donc, c'était un match assez logique, victoire convaincante du Forge FC. Et finalement, là, la semaine s'est terminée par un match nul de 1-1 entre le York 9 et le Calvary FC. J'ai eu la chance de voir le match, mais c'est assez rare qu'on voit ça. 2 cartons rouges dans une même rencontre. En tout cas, moi, j'ai rarement vu ça, surtout dans un temps aussi peu espacé, 7 minutes. Et Daniel, le but de Nico Pasquati, moi, je l'ai trouvé tout simplement sublime. Là. C'était un régal. Et finalement, c'est York 9 qui égalise à 11 joueurs contre 9 dans les derniers instants par Wataru Murofushi. C'était un match assez spécial comparé à Halifax Edmonton. C'est un match un peu là, en montagne russe. Hein? Oui, effectivement, mais le but de Pasquoti, c'était assez humiliant. Vu le contexte là, d'avoir 2 joueurs de moins puis de réussir à marquer un but comme ça où il se moque carrément de la défense. C'est quelque chose après ça, tu sais, que York 9 égalise dans les derniers instants du match. Ils peuvent bien se compter chanceux là, vu le contexte. Honnêtement, il aurait plutôt dû de dominer le match devant leur public avec une équipe qui a été réduite à 9. C'était la chose à faire. Là. Oui, en effet. Mardi dernier, ça a été des matchs vraiment... Hier soir. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment des matchs là, à l'image de la CanPL. Forge FC qui gagne, Calvary qui gagne et un match nul entre le Pacific FC et les Wanderers. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ces matchs-là. Moi, pas vraiment. Là. C'est une victoire du Forge FC 1-0 contre Edmonton. Victoire du Cavalry FC 4-1 face au Valor FC. Et match nul, c'est ça, 1-1 entre le Pacific et les Wanderers. Toi, Daniel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Honnêtement, c'est à l'image de la Ligue. Là. Malheureusement, heureusement, c'est qu'on a 2 équipes en haut et qui gagnent souvent par des gros scores. Maintenant, si on a des avances de 2-3 buts assez régulièrement. Et le reste des équipes qui a à peu près de niveau qui tourne, qui est similaire, des matchs nuls, des victoires par un but. Malheureusement ou heureusement, on a 2 bonnes équipes dans la ligue qui tirent la ligue vers le haut. Et le défi, ça va être, moi je dis pas qu'il faut une parité là, puisque c'est un peu contre la logique sportive. Mais peut-être trouver des moyens qui font en sorte que les autres équipes que les 2 équipes en haut nivellent le niveau vers le haut et non se fassent tirer vers le bas. Et c'est à la Ligue de trouver des moyens. Comme là, cette année, honnêtement, il y a beaucoup de... Si on regarde un peu le bilan de chaque équipe, on a vraiment actuellement des
des mauvaises surprises, là. Moi, les HFX Wanderers, personnellement, je misais plus sur eux. Mais peut-être je peut-être comptais un petit peu trop sur l'effet Stephen Hart. Il y a FC Edmonton, ça, je pense qu'on a tous des questions à se poser sur leur performance cette année parce qu'ils avaient quand même c'est la seule équipe qui existait déjà avant le lancement de la ligue, qui avait une structure existante, là. Le Valor FC aussi qui était un club qui avait déjà son stade, qui avait déjà une organisation en place à travers les Blue Bombers, qui a pas réussi, qui a raté un peu son recrutement, qui a eu un peu de malchance au niveau des blessures. Pacific, eux, a eu beaucoup de malchance au niveau des blessures une équipe jeune. Mais je pense que le Pacific de l'année prochaine, là, l'entraîneur est en train en fin de saison de tester un peu. Là, De Jong a été sur le banc hier d'ailleurs. Il n'est pas rentré. Donc, et le York Nine qui a essayé de tenir la cadence dans la deuxième partie de saison, mais qui finalement s'est laissé le peloton de tête. Le York Nine qui a perdu beaucoup de points contre des équipes qui étaient mal classées à ce moment-là. Toi, est-ce que Guillaume, est-ce que t'as des bonnes ou moins bonnes surprises dans le classement de la Ligue? Ben, c'est-à-dire que ça va être intéressant de regarder là, lors de la deuxième année. Hein, Pacific FC, ils ont misé sur la jeunesse cette année. Je pense même si on savait pas trop à quoi s'attendre d'aucune des équipes à la base, Pacific FC, peut-être qu'ils misaient pas nécessairement le championnat à l'année 1. La blessure de Marcel De Jong leur a fait très mal. Fait que ça va être un gros point d'interrogation pour l'année passée. Ensuite, je trouvais ça intéressant. Là, tu disais que, Daniel, le FC Edmonton, c'est le seul club qui avait déjà une structure. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En même temps, ils sont fidèles à eux-mêmes. Hein. C'est un marché qui est très insipide, là, si je peux me permettre. À chaque fois que je regarde des matchs de FC Edmonton, il n'y a pas d'ambiance. Il manque vraiment quelque chose là-bas, puis c'est assez décevant. Ensuite, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, le fait pour l'année 2, ça va être un test important là, où les deux équipes qui dominent présentement la Ligue, il va absolument falloir que les autres clubs se réfèrent à eux pour niveler vers le haut, puis qu'on se dise que ça, c'est les standards minimum d'une Canadian Premier League. Parce qu'à date, moi, mon impression, c'est qu'on a déjà 2 niveaux de Division 1, Division 2. Le problème, c'est qu'on a pas assez d'équipes, fait qu'on met tout le monde dans une seule division, mais pour moi, les équipes qui sont classées 3 à 7, c'est un niveau plus bas, là, tu sais, fait que... ben pour une première année, je suis relativement content, là, sauf que effectivement, ça s'essouffle un peu comme intérêt, là. Moi, je vous dirais que je suivais beaucoup plus la Ligue au début de la saison. Là, présentement, ben, j'attends un peu la finale, en fait. C'est dans un mois, puis il n'y a plus trop d'intérêt. Puis le fait qu'il n'y ait absolument aucun signe qu'il va y avoir des clubs d'expansion pour l'année prochaine, moi, ça a été un coup de barre quand même, là, de commencer à me faire à l'idée qu'il n'y aurait pas de club au Québec lors de l'année 2. Enfin, il y a du positif, mais ça commence à stagner un peu, à mon avis. Effectivement, je voulais vous demander, pour le fun, là, qu'est-ce que vous pensez que s'il y a une chose sur laquelle la Ligue devrait travailler pour la deuxième année, ce serait quoi? Guillaume, est-ce que tu y vas ou j'y vais? Ben, je trouve ça tough de me faire dire une seule chose, là, mais... Qu'est-ce que la Ligue devrait prioriser? Est-ce qu'elle devrait prioriser, par exemple, à avoir des joueurs de meilleur calibre en augmentant le plafond salarial? Est-ce que la Ligue devrait chercher plutôt à travailler sur stabiliser les clubs en place? Est-ce que la Ligue ou chercher une expansion pour donner un second souffle? Parce que on s'entend que une des raisons pour laquelle il y a une perte d'intérêt en fin de saison, c'est la taille t'as cette équipe, déjà t'as un nombre impair. Ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de matchs en semaine. Qu'il y a des semaines où il y a eu moins de matchs. Il y a eu le fait là, on peut pas avoir de playoffs, mais en même temps, il n'y a pas de promotion, relégation. Donc, il n'y a pas vraiment de punition à être en bas. Il n'y a pas de... Tu sais, comme on est habitué dans les sports nord-américains à avoir un draft, des incitatifs à être en haut ou en bas. Là, il y a comme rien. En fait, si tu vises pas la première place, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Puis ça, on n'est pas vraiment habitué à ça en Amérique du Nord. Parce que dans les ligues plus traditionnelles, eh bien, quand tu es en bas, ben, tu descends. Donc, même si on avait les deux équipes en haut qui sont déjà sûres d'aller en finale, ben, on aurait au moins une lutte en bas, parce que c'est quand même serré en bas, là.
si on regarde, là, entre la 3e et la 7e place, il y a 4 points. Donc, Ouais, non, on aurait pu avoir une lutte avec un système de promotion-relégation. On aurait au moins la lutte en bas. Là, la lutte en haut est presque finie. Puis la lutte en bas, ben, il y en a pas. Puis il n'y a pas de playoff. Fait qu'on est comme un peu pogné avec prisonnier un peu du format de la ligue, du nombre d'équipes. Et j'ai peur, surtout là, en plus, il y a l'automne qui arrive. À Calgary, il a commencé à neiger. C'est un peu... c'est une chance que les équipes, les entraîneurs essaient de garder un peu l'intérêt pour leurs fans. Puis c'est tout à leur honneur. Surtout, même Cavalry, malgré qu'ils sont champions de printemps, ils continuent à jouer pour gagner. Mais c'est quand même dommage, là, vous trouvez pas qu'on soit un Moi, peu prisonnier du je vais me format? lancer, là, sauf que je m'excuse à l'avance, mais je ne pourrais pas m'en tenir à un seul élément de réponse, là. Mais il y a Ouais. quelques éléments pour moi qui sont vraiment cruciaux, là. Ben déjà, One Soccer, je sais que c'est un partenaire de la Ligue, là. C'est pas la Ligue en elle-même qui mène ça, mais faut vraiment améliorer la qualité de la plateforme. Faut injecter des sous là-dedans parce que pour moi, c'est vraiment, ça commence à être un fiasco d'avoir certaines games qui sont là au complet, certaines games que c'est juste une moitié de mi-temps, puis aussitôt qu'il y a des gros événements, ben, on l'a vu là, dans le championnat canadien, ça crashait. Ça, c'est un élément de réponse pour moi. Ensuite, pour moi, il faut au minimum une expansion de plus. Il faut qu'on tombe à un nombre d'équipes qui est pair pour avoir évité les bye week. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, ben, en tout cas, je vais prêcher pour notre paroisse, là, mais il faut développer les gros marchés au Canada. Donc, ça prend au minimum un club au Québec. S'il n'y a pas d'investisseurs qui ont les reins assez solides, si Alex Bunbury n'est pas capable à lui seul de monter le projet, je pense que la Ligue devrait prendre un peu les devants là-dedans, puis que ça va attirer les investisseurs par la suite. Tu sais, je pense que la Ligue doit se présenter, par exemple, à Montréal, puis rencontrer la communauté des affaires. Tu sais. Ensuite, masse salariale, enfin, c'est difficile de se prononcer. On ne sait même pas combien ils font exactement les joueurs et tout. Bon, enfin, on sait que les ligues n'aiment pas trop divulguer les masses salariales et tout. Puis souvent, comme en MLS, lorsqu'on finit par apprendre combien gagnent les joueurs, c'est plus parce qu'il y a des Transfert. player unions là, Les syndicats, ouais. ouais, c'est ça exactement, qui partagent l'information. Mais enfin, ça manque un peu de connaissances pour les intéressés. Vous savez, les gens comme nous qui sont vraiment assez passionnés pour en parler puis faire un podcast sur le sujet, éventuellement, on devient il y a un terme en anglais qui est gatekeeper dans le domaine de la sociologie de la culture. Ça veut dire qu'on influence les gens un peu autour de nous parce qu'on a une connaissance assez précise du produit, puis on arrive en parlant à nos proches à faire découvrir ce produit-là. Mais pour l'instant, on manque un peu d'informations, puis on parle un peu à travers notre chapeau, puis c'est difficile de se dire c'est quoi la masse salariale, c'est quoi la capacité des clubs à aller de l'avant, etc. Donc, pour moi, c'est un autre élément de réponse. La masse salariale, ben, de la transparence puis l'augmenter. Puis, ben, c'est ça. J'ai un élément que je trouve intéressant lorsque tu disais récemment, là, Daniel, là, par rapport au fait que tu t'inquiétais quand ça va de la neige à Calgary et tout. Ben, pour moi, ça, il y aurait de quoi de magique à faire avec ça. Il faut, pour la première année, je comprends que c'est peut-être un peu difficile. Là, tu peux pas tout anticiper, mais pour l'année 2, il faut absolument que la Ligue ait la vision de rebondir sur ces choses-là. Le fait qu'il y ait de la neige, il y a quelque chose de magique. On sort le ballon orange, puis on en fait l'identité du soccer canadien. À l'automne, ben, il y a ça qui se passe, puis il faut que ça devienne cool. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est la longévité de la saison morte. En fait, on n'a pas le choix de composer avec elle, là, parce qu'au Canada, il fait froid plusieurs mois par année. Mais ouais, c'est pas mal ça qui m'inquiète. Moi, le fait qu'on va tomber pendant 6 mois en temps mort, j'ai peur que ouais. Bien, par rapport au temps mort, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais ça demander à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils proposeraient comme pourraient nous répondre sur Twitter et nous dire ce que vous pensez que la Ligue devrait faire pendant le temps mort pour garder l'intérêt de ses fans parce que c'est plus le temps mort est plus long qu'en MLS, par exemple, parce qu'on s'entend qu'on est plus au nord. Donc, est-ce que la solution ce serait de faire des matchs amicaux à l'étranger, de faire des matchs à terrain couvert. Là, d'ailleurs, il y avait un de nos auditeurs qui avait demandé qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qui serait arrivé si un des clubs de KNPL s'était qualifié en CONCACAF Champions League. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, c'est une très bonne question, là.
Est-ce qu'il y a des plans B pour ça? Est-ce qu'il faudrait faire des stades qui seraient possibles de couvrir par temps froid? Il y a plusieurs éléments de réponse. Est-ce qu'on va faire des stades avec les sols chauffants comme en Europe du Nord ou même dans certaines villes du nord des États-Unis? Et c'est toutes des questions qu'il faut se poser sur les prochains mois à venir. Et toi, Guillaume, et toi, Anthony, qu'est-ce que tu penses que ce serait l'élément ou les éléments que la Ligue devrait travailler dans l'année 2? Ben moi, je rejoins les points de Guillaume, mais j'en ai trois. Moi, personnellement, ça serait en tout cas, essayer de garder en santé les clubs qu'elle a déjà. Je crois qu'un club comme le Valor FC là, peine déjà sa première année là, dans un grand stade vide. Vraiment, je rejoins, là, je crois que c'était un invité de la semaine, des semaines qui ont précédé, qui parlait que le Valor avait tout pour réussir. Vraiment, pouvait seulement se concentrer sur le sportif. Puisqu'il a le stade des Blue Bombers. Vraiment, il y a déjà organisation. Malheureusement, vraiment, j'ai l'impression que ce club-là, vraiment que moi, j'en entendais quand même beaucoup avec une défense Murrell Thomas. C'est deux joueurs de USL que je pensais qu'ils allaient quand même très bien s'imposer en CanPL. Donc, c'est ça, garder ces clubs en santé. Deuxièmement, selon moi, je crois que le calendrier était beaucoup trop long. Peut-être, en termes de match, peut-être ne pas faire de match en semaine, mais vraiment, si on compare à la Ligue 1, la Division 3 aux États-Unis, là, qui a une dizaine d'équipes, ils font 28 matchs par saison avec série. Et vraiment, là, on voit que je trouve que ça perd un peu d'intérêt quand tu affrontes, je sais pas comment les équipes s'affrontent 2 fois par saison, là, mais plus que 5 fois, ça commence à venir redondant un peu. Et finalement, là, ça serait, c'est ça, rajouter des équipes, parce que vraiment, à 7, là, ça rejoint un peu mon deuxième point. À 7 équipes, là, il manque vraiment, on dirait, un peu d'étincelle quand les équipes s'affrontent. Là. Malheureusement, il n'y a pas eu de création de grosses rivalités, à part peut-être Edmonton Cavalry, mais vraiment, là, je ne sens pas qu'il y a des intenses rivalités comme qu'on pourrait voir en MLS. En même temps, c'est normal, la Ligue n'a même pas 1 an d'activité. Mais j'ai hâte de voir des rivalités en CanPL à l'image de Montréal-Toronto, les deux Los Angeles, Portland-Seattle. Ça serait bien. Oui, je juste rappelle nos auditeurs que l'horaire de la finale de la Canadian Premier League a été annoncé. Le match aller sera à Hamilton le 27 octobre, un samedi, et le match retour sera le samedi 2 novembre à Calgary. Le 27 octobre à Hamilton, 2 novembre à Calgary. Alors, préparez vos samedis pour suivre la finale entre le Cavalry et le Forge FC. Exactement, Daniel. Et si on continue pour le roster canadien, en vue de la CONCACAF Nations League, des matchs assez importants là, face aux États-Unis. Ça risque d'être vraiment intense. Je crois qu'on a assez hâte d'affronter les États-Unis. Ça va être le 15 octobre à 7h30 du soir, 19h30, au BMO Field. Donc, une rencontre à domicile à Toronto face aux ennemis américains. On va faire un petit preview de cette rencontre la semaine prochaine, puisque le match n'aura pas encore eu lieu. Mais aujourd'hui, on va revenir sur le roster canadien un peu. Peut-être y aller ligne par ligne. Donc, commençons par les gardiens de but. Logiquement, il y a les deux, Milan Borjan et Maxime Crépeau. Mais au troisième, c'est Jason Lutwiller des Blackburn Rovers. La dernière fois, face à Cuba, c'était un Marco Carducci, le gardien du Calgary FC. On était très contents. C'était le premier joueur de CanPL à faire son entrée avec l'équipe canadienne. Malheureusement, il a perdu sa place. Guillaume, je ne sais pas si tu veux commencer. Est-ce que le retrait de Carducci dans l'équipe nationale, est-ce que ça te fait un peu de peine? Ben, pour moi, je le vois plutôt à l'inverse. Là, pour une première année de mise sur pied de la CanPL, qu'on soit déjà rendu à 2 appels en équipe nationale, ben, pour moi, c'est très positif. Là. Carducci, ben, il y aura l'occasion de revenir. Puis, non, je m'en fais pas trop pour lui, en fait, avec ce retrait-là. Là. C'est bon. Et toi, Daniel? Eh bien, moi, je le vois comme on l'a invité pour lui donner une occasion et pour pas que Jason Lutwiller ait à traverser
l'Atlantique pour rien. Et là, maintenant que ce match important, de toute façon, Carducci, le match est le 15 octobre. Le 27, il a le match à Hamilton contre le Forge FC. Donc, c'est peut-être mieux qu'il se concentre sur la finale de Canadian Premier League au lieu d'aller au rassemblement, se mettre dans l'ambiance, tout ça, même s'il y a très peu de chances de jouer, à se retourner avec son équipe. C'est peut-être mieux pour lui de se concentrer avec le Cavalry FC. De toute façon, ça a été une expérience pour lui la dernière fois. L'occasion de se frotter à Milan, de se rapprocher de Milan Borjan, Maxime Crépeau. Et il y en aura d'autres des rassemblements, mais c'est en même temps la responsabilité de Herdman de les motiver par des gestes du genre. En effet, et si on continue au poste de défenseur, vraiment une défense assez stable si on se fie au dernier rassemblement. Il y a seulement Adam Strait qui quitte le navet canadien. Je crois que ça ne va pas en déplaire à Adi qui, je crois, n'avait pas trop aimé sa présence. Effectivement. C'est Amer Didic qui fait son entrée. Daniel, tu l'avais pratiquement prédit. J'aimerais ça entendre ton avis sur l'appel de Didic. Eh bien, moi, je me rappelle en avoir parlé dans un podcast. Je me rappelle pas lequel podcast, malheureusement, ça fait plusieurs semaines de ça. Et honnêtement, moi, vous savez que je suis à la Canadian Premier League assidûment et il offrait des bonnes performances autant défensivement que même offensivement. Une fois de temps en temps, il marquait des buts, il faisait des passes décisives. Il avait un rôle important. Il est venu de USL, Anthony Talig, que tu apprécies. Ouais. Et donc, honnêtement, c'était quelqu'un que j'espérais voir dans la Canadian Premier League, malgré que, tu sais, on aurait pu penser qu'il n'était pas dans une équipe si bien classée, mais malgré tout, il a quand même montré une solidité et montré qu'il était quand même un bon leader dans l'équipe, qu'il était capable d'aller vers l'avant aussi. Donc moi, je pense que c'est tout mérité. Et en même temps, c'est un profil qui est intéressant d'avoir dans son équipe. Là, c'est pas, tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ce profil de grand joueur, qui peut en même temps défenseur central solide derrière, qui va vers l'avant en même temps pour marquer une fois de temps en temps ou faire des passes aux joueurs offensifs. Fait que moi, je pense que c'est une bonne addition. Après ça, s'il vient comme quatrième défenseur central, il y a très peu de chances de jouer. Mais encore une fois, ce sera une occasion pour lui, surtout que son club n'a plus grand-chose à jouer en Canadian Premier League, donc c'est l'occasion d'aller profiter d'un rassemblement du genre pour se frotter, voir s'il a le niveau. Et en même temps, Herdman, par la même occasion, il envoie un signal aux joueurs de Canadian Premier League qui les suit. D'ailleurs, c'est Biello qui a signé à ça. Et il avait dit d'ailleurs la semaine dernière, lors du précédent match, la précédente liste, quand il avait convoqué Carducci, il avait informé qu'il le supervisait également d'autres joueurs, notamment Ryan Telfer et Borges de Forge FC. Mais Telfer, entre-temps, a été appelé par Trinidad Tobago. Il a marqué, donc il n'est plus éligible pour l'équipe canadienne. Mais il reste encore beaucoup de joueurs, selon moi, qui auraient le potentiel d'être appelés par l'équipe nationale canadienne. Là, ce serait même le fun. Il y avait eu des éditeurs, les rédacteurs du site de la Canadian Premier League qui avaient fait une liste de 23 juste avec des joueurs de la Canadian Premier League. Là. Donc, à voir. Oui, effectivement. Et toi, Guillaume, voir un autre joueur de CanPL comme ça, c'est assez encourageant, n'est-ce pas? Ben, tout à fait. Puis, tu sais, on voit tout l'essence que prend la Canadian Premier League dans le développement du soccer canadien. Pour moi, en tout cas, il faut absolument se réjouir de cette ligue-là, puis il faut absolument la supporter pour qu'elle reste en place dans les premières années, qui sont sûrement les plus difficiles à consolider dans une nouvelle ligue. Puis je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Là, Herdman, ben, en colère des gars qui viennent de la CanPL, il envoie un signal très positif aux autres joueurs en CanPL actuels, mais aussi à des joueurs qui éventuellement, soit qui font leur carrière ailleurs dans le monde, qui pourraient être intéressés à venir tenter leur chance au Canada, ou aux jeunes qui sont en développement. Ces opportunités-là, moi, quand j'étais plus jeune, il arrive un âge où tu joues au niveau, puis tu te fais dire, bon, ben si tu veux poursuivre, faut que tu réfléchisses à aller dans des universités américaines, puis ben, ça va être difficile de faire ta place, puis etc. Fait que tu finis un peu par comprendre vers 15-16 ans que finalement le soccer professionnel, tu as peu de chances de percer là-dedans. Les temps ont changé, puis
tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment positif. Puis, tu sais, là, on parle de la sélection canadienne, puis de la possibilité d'ascension, là, si on veut, mais pour moi, ça fait du sens dans l'ensemble de la structure, hein, avec la CanPL qui a déjà acheté la Ligue One Ontario, puis les éventuels partenariats qu'il pourrait y avoir avec les autres ligues provinciales. C'est très, 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 très positif selon moi. Oui, en effet. Et c'est sûr, si on continue en défense, là, il y a le retour de joueurs qui étaient là à l'ancien rassemblement, mais comme Kamal Miller, qui a très bien fait en tant que latéral gauche, Richie Lariewa, qui est latéral droit au Toronto FC, qui a également très bien fait. Ces deux postes qu'on avait un peu de mal ces derniers temps. Et vraiment, là, ces joueurs ont répondu présent face à Cuba. Ça va être intéressant de voir face aux États-Unis. Sinon, en défense centrale, le duo Henry Cornelius malheureusement, non, Henry va être suspendu, mais ça risque de faire des siennes. Sinon, c'est le retour, c'est la continuation également de Steven Vitória, le défenseur là, qui joue au Portugal en ce moment. Et si on continue au milieu, je me souviens très bien qu'Adi n'avait pas été satisfait de David Wotherspoon. Il n'a pas fait son retour dans l'équipe canadienne. C'est Stéphane Eustachio qui a pris ça à la relève. C'est un espoir canadien qui vient de l'Ontario, là, mais qui a fait ses classes en espoir avec le Portugal. Donc, oui, son frère d'ailleurs joue au Cavalry FC. On a deux joueurs dans la liste qui ont des frères dans la Canadian Premier League. Là, il y a Dekugbe, qui a son frère qui joue au Cavalry FC. Et il y a Eustachio qui a aussi son frère qui joue au Cavalry FC. Oui, en effet. Et c'est ça, Eustachio, lui, il vient du Cruz Azul, il joue en Liga MX. Donc, c'est un peu rapproché avec la CanPL si on garde en tête que la One Soccer qui possède les droits de la Canadian Premier League, également les droits de la Liga MX. Je ne sais pas si vous aviez fait le rapprochement. Mais oui, sinon, commençons par toi, Guillaume, au milieu de terrain. Là, est-ce que tu es content des joueurs que tu vois? Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous fournir là, la charnière centrale, là, mais ça me paraît assez bien. Puis j'ai hâte de voir vraiment contre un club de compétition là, dans le top de la CONCACAF, là, comme les États-Unis. C'est certain que les deux derniers matchs en fait contre Cuba, c'est le fun. On peut voir qu'on a des bons joueurs canadiens qui arrivent à faire rouler le ballon et tout, mais ça prend un peu plus d'adversité là, pour les évaluer. Mais je suis assez content, oui. En effet, et toi, Daniel? Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, après ça, le reste, c'est les habituels, là. C'est Piet, Osorio, Russell T-Burt, Marc-Anthony Kay. Je veux dire, on a des joueurs beaucoup de joueurs d'MLS canadiens qui ont un bon niveau à voir contre... ils jouent à MLS comme beaucoup de joueurs américains aussi. Là, fait que, on va voir ce que ça va donner. Moi je suis confiant parce que chaque fois qu'il y a un match contre les États-Unis, c'est spécial pour nous parce qu'on veut montrer qu'on est capable d'avoir un bon niveau aussi. Donc, je pense que ça va être... je pense que le milieu de terrain, il a l'air solide. C'est des joueurs qui jouent puis qui ont... Le Eustachio, on attend de voir un peu ce qu'il peut nous montrer le niveau auquel on attend qu'il joue là. En effet, tu parlais des États-Unis. La dernière fois qu'on a, nous, affronté le Mexique, on a perdu 3-1 et les États-Unis, en septembre dernier, ont perdu 3-0. Donc, je crois qu'on part favori. Non, mais plus sérieusement, si on continue au poste à l'attaque, vraiment, le seul changement qu'il y a, c'est Carl Haring qui n'a pas pu convaincre John Herdman. Vraiment, c'était des prestations assez pitoyables face à Cuba. C'est un joueur qui s'est vraiment transformé là, en allant en Turquie et désormais en Belgique. C'est un joueur qui est un peu moins personnel qu'avant, mais ça lui sourit pas. C'est Liam Miller qui prend sa place, lui qui joue en division 1 écossaise avec Kilmarnock. Donc, Kilmarnock, désolé. Donc oui, en 6 matchs, il y a un but et une passe décisive avec l'équipe écossaise. Donc, c'est quand même bon de voir qu'il y a un pas si mal début de saison et ça lui a valu d'être rappelé. Là. C'est un espoir vraiment assez intéressant à voir aller, le Canadien. Vous, est-ce que, commençons par toi, Daniel, l'attaque satisfait?
Oui, effectivement, là, voir comment comment Herdman va placer les joueurs offensifs entre Cavallini, David, Jonathan David, Alfonso Davis, Hoylett. C'est c'est à lui c'est à Herdman d'être créatif et de trouver la bonne combinaison, là. Moi, je pense qu'on a beaucoup de talent offensif. Il suffit juste de trouver la bonne combinaison et de faire en sorte que les joueurs ne se satisfassent pas de peu, qu'ils soient affamés sur le terrain pour aller chercher la victoire, là. Oui, effectivement. Et toi, Guillaume? Ben, je suis tout à fait d'accord, là. Je pense que pour la sélection canadienne, le beau casse-tête, c'est vraiment là, les postes offensifs, hein. C'est là qu'on a nos plus gros canons. Ensuite, faut réussir à monter le ballon puis leur donner des occasions de s'exprimer. Moi, mon seul souhait, là, c'est de commencer à avoir vraiment en continuité, là, les jeunes jouer le plus possible là, pour qu'on fasse place à la relève puis que les espoirs puissent nous montrer de quoi ils sont capables. Puis, Oui, non, Ouais. je suis vraiment d'accord avec toi, Guillaume. Vraiment, moi, là, j'aimerais ça que le 11 du Canada, vraiment, là, soit souvent comme celui de la victoire face à Cuba 6-0. Borian dans les buts, Larry Ewa à droite, Henry Cornelius au centre, Miller à gauche, Kay Piet en tant que défensif central, Oyet, Osorio, Davis et puis David en pointe. Je crois que c'est vraiment un 11 qui a de la gueule. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien, moi, je pense que ce serait bien de reprendre ce 11 partant. C'est un 11 qui a été quand même winner. Mais c'est sûr que là, est-ce que ça vaut la peine d'y aller à fond offensivement contre les États-Unis? C'est à Herdman de voir quelle stratégie il voudra aborder là. Honnêtement, je trouve ça par contre dommage que ça c'est quelque chose qu'on reproche souvent à l'association canadienne de pas programmer un match amical en même temps que le match officiel pour tant qu'à faire venir les joueurs d'Europe, là, qu'il y a une grande partie des joueurs qui traversent l'Atlantique. Ce serait peut-être bien de faire de profiter du rassemblement pour faire un deuxième match, un match amical. Parce que là, maintenant, avec la CONCACAF Nation League et les qualifications pour la Coupe du Monde, ben, il reste plus beaucoup d'occasions de tester les joueurs sans avoir d'impact sur une quelconque qualification. Là, en plus, surtout qu'on a besoin de remonter au classement FIFA. On aurait pu programmer un match amical contre une équipe probablement plus faible et chercher une victoire et laisser en même temps profiter de l'occasion pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Et j'avais une question pour vous deux. Là. Si vous auriez une personne là, que vous auriez aimé ça voir ou ne pas voir dans la sélection, commençons par toi, Guillaume. ben, j'ai un peu moins suivi la sélection ces derniers temps. Pour l'instant, je suis assez satisfait avec les noms que je vois là. Ça, ça m'amène sur un peu un dérivé de la question, mais tantôt on parlait de Laren qui, avec ses choix de carrière, en fait, pas tant que ce soit des choix, mais en fait, la manière que se déroule sa carrière, finalement, ça prend un peu de plomb dans l'aile. Puis ça me faisait sourire parce que ça me faisait penser quand même à un autre espoir qui était Balou Tabla, qui lui aussi est rendu totalement effacé, même s'il il est revenu à Montréal, au Canada, finir la saison avec l'Impact. Pour l'instant, je pense que les joueurs qui sont en place et qui ont été appelés par Herdman, ben, c'est eux qui méritent d'être là. Puis faut aller de l'avant. Ensuite, par rapport à ta question concernant le 11 partant que tu nommais, ben, je suis pas mal d'avis là, que c'est pas mal effectivement le meilleur 11 partant là, actuellement. Puis je pense qu'il faut commencer à garder pas mal la même structure, les mêmes partants le plus souvent possible pour avoir une cohésion au sein de cette sélection-là. Puis c'est super important ce que disait Daniel aussi. Effectivement, si on fait venir des joueurs d'Europe et tout, on dirait qu'il manque un peu là, d'initiative là, dans notre sélection nationale là, pour jouer le plus de matchs possible, puis de se monter un club bien rodé. Là. Oui, et toi, Daniel, s'il y aurait un joueur que tu pourrais avoir? Eh bien, j'aurais aimé ça voir Tristan Borges, honnêtement. C'est mon côté CanPL. Tristan Borges qui réalise une très bonne saison. Même l'appeler, tu sais, au lieu de faire traverser l'Atlantique pour Liam Miller
sachant qu'il y a peu de chances de jouer. Peut-être que Borges, qui est en feu en ce moment, qui marque beaucoup de buts, ça peut être intéressant. En même temps, il y a la fin de saison avec son club. Ou un profil qu'on n'a pas du tout, qui est Terran Campbell, un joueur plus physique, qu'on surnomme amicalement le Hulk canadien. Un joueur comme ça, qu'on n'a pas du tout ce profil-là dans l'équipe nationale, qui pourrait peut-être peser sur les défenses en fin de match, ou même juste pour l'initier, voir avec Herdman aurait une cartouche de plus dans son armement là. Moi, je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir ce genre de joueur ou, tu sais, même appeler Louis Bélangoyette au milieu, ça aurait pas été de trop. Réalise une très bonne saison dans une équipe en difficulté. Et avec un match comme les États-Unis, tu sais, je dis pas qu'il va jouer nécessairement, mais il y aura pas la possibilité de s'approcher de l'équipe, là. Mais bon, je m'inquiète pas avec ça, honnêtement. Tu sais, vous savez que je suis un ardent défenseur de la Canadian Premier League et un des moyens de promouvoir la Ligue, c'est que ça donne l'occasion à des joueurs canadiens d'être appelés en équipe nationale. Mais je m'inquiète pas, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est important de programmer des matchs. Donc, pas juste attendre les matchs de CONCACAF Nation League. D'ailleurs, la CONCACAF Nation League a été mise en place parce que les équipes nationales, la CONCACAF, ne jouaient pas assez. Donc, mais il faut quand même profiter de l'occasion des rassemblements pour organiser des matchs amicaux. Comme je l'ai même dit dans un précédent podcast, peut-être même organiser des rassemblements pendant que ça sera la saison morte en Amérique du Nord, avec quelques joueurs qui jouent en MLS, en CanPL, peut-être jouer contre des équipes des Caraïbes. Il y a rien d'impossible on pense à long terme. Mm. Et c'est ça, pour conclure, moi, je voulais laisser partager la vie d'Adi là, sur la sélection, sur le roster qu'on a pu avoir, les 23 joueurs. Il se dit content de plusieurs choix de Herdman pour la sélection. Pour lui, Didic a été excellent à Edmonton. Eustáquio a été demandé depuis longtemps. Et Miller, de nouveau, il trouve ça très intéressant. Par contre, il est un peu déçu par le fait que Zachary Brault-Guillard ne soit pas appelé. Et il n'est pas vraiment content que Tebert soit encore sélectionné. Donc, en gros, il voit ça positif avec quelques retenues tout de même. Donc, merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à toi, Daniel. Mais merci à toi, Guillaume. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on conclue? Ouais, je vais fracasser un peu la logique là, du plan d'action des sujets, mais j'ai carrément oublié, puis il faut absolument que je le nomme avant de ne plus avoir le micro, mais tantôt, lorsqu'on parlait des choses à changer dans la CanPL pour la saison 2, mon souhait, puis c'est le premier souhait, en fait, le plus important d'entre tous, pour moi, la saison divisée en deux, pour moi, c'est un flop. Je mettrais fin à ça. Je voudrais avoir une seule saison pour l'année prochaine. C'est bon. Et toi, Daniel, avec ton retour, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Eh bien, j'ai hâte à la finale. Je suis déjà en train de trouver un moyen d'assister au moins au match à Hamilton et peut-être au match à Calgary. J'ai vraiment hâte à la finale de la Canadian Premier League et bien sûr au match de l'équipe nationale contre les États-Unis le 15 octobre. Et c'est des événements que j'attends avec impatience. Mais le mauvais côté, c'est qu'après que ce sera fini, il n'y aura plus grand-chose à suivre du côté canadien pour un bout de temps. Oui, en effet. C'est ça de mon côté. Merci d'avoir écouté pour ma première animation là, pour le CSL Érable. Très content. Donc, faisons un petit tour de table. Toi, Guillaume, c'est où qu'on peut te suivre sur Twitter? En fait, mon compte Twitter, c'est la Tribune Montréalaise. Puis en fait je suis peu actif là, c'est un truc que j'avais monté il y a une couple d'années, que j'avais envie d'être un peu plus actif puis de monter un blog et tout, puis finalement c'est juste en stand-by depuis 3 ans, mais la Tribune Montréalaise sur Twitter. @la Tribune FC. À commercial bon. Tribune FC. Et toi, Daniel, pour les personnes qui seraient complètement dans des nuages depuis le début de CSL Érable, c'est où qu'on peut te suivre? Eh bien, comme toujours, @Soccer Canadien.
C'est bon. Merci à vous, les gars. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs et auditrices. On est toujours content de faire le podcast, que ce soit le Culture Soccer là, original ou le CSL Érable. On est des passionnés et on espère que ça paraît. Si vous avez des avis, des commentaires ou des suggestions, on vous invite à les dire, là, soit sur les applications de balado-diffusion, sur YouTube ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et surtout, si vous appréciez le podcast, partagez-le pour que le plus de monde possible puisse l'écouter. Donc, merci à vous et on se dit à la prochaine.